Dernier rendez-vous de notre journée de ces assises avec maintenant un regard sur le constructeur et le Made in France. Ça tombe bien, Olivier prenait la parole à l'instant. Eh bien, je vais l'inviter à venir me retrouver. Olivier Moucheboeuf pour l'Union Sport Immobilité, de l'Union Sport et Cycle, pardon, et coordinateur de la immobilité. Et également donc David Jamin pour la manufacture française du cycle, et puis également Grégory Sand, cofondateur de Moustache, qui nous rejoint. Merci messieurs d'être avec nous. Alors ça tombe bien parce qu'on aura fini à 17h00, c'est la contrainte de tous les usagers du train. Comme quoi les assises ont au moins ces vertus-ci, hein, de créer de la rencontre. Alors, on va essayer de capter un petit peu encore votre attention sur la fin de digestion et avant l'heure peut-être du dernier café pour donc échanger sur le Made in France. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de chiffres, vous avez entendu ce matin, notamment sur la nécessité d'anticiper la raréfaction de certaines ressources et de matières premières, sur la nécessité de défendre aussi un contexte réglementaire par rapport au vélo à assistance électrique. Ce que je vous propose, c'est justement de voir avec nos invités si oui ou non il est possible aujourd'hui de parler vraiment d'un Made in France. Alors avant, on va continuer, comme on l'a fait sur les trois autres tables rondes, à vous présenter les cartes de visite des uns et des autres. C'est pas inintéressant. Et justement, je vais commencer avec David pour parler un petit peu de la manufacture française et découvrir ensemble. Hop, normalement, les micros, ils se mettent en marche tout seuls, David. Eh ben, la preuve. Non seulement ils marchent, mais en plus, ils roulent. Hop, et je vous laisse à Zapette, peut-être, pour qu'on puisse... Le petit bouton vert. Pour qu'on puisse ensemble partager, justement, la dynamique de la manufacture française. D'accord, du coup... David Jamin, donc manufacture française du cycle. Je vais essayer de vous présenter rapidement l'entreprise et avec passion parce que c'est difficile de ne pas avoir de passion. Moi, je suis super content d'être là pour parler du Made in France parce que vous voyez ce qu'on affiche ici. Je ne l'ai pas fait pour la présentation. C'est les trois fondamentaux de notre entreprise. Notre entreprise, ce qu'on veut qu'elle soit, c'est qu'elle soit d'abord là pour innover, concevoir, produire et vendre des cycles de qualité français. Elle est là, et j'y reviendrai après, sur le lien avec Intersport, pour fournir à Intersport et à des clients sélectionnés des produits et des services compétitifs pour leur univers vélo. Et elle est aussi là, et ça, on l'a écrit, pas juste pour faire beau, on l'a écrit avec ce qu'on a aussi dans nos trips, c'est on est là pour défendre une image valorisante du Made in France. C'est pour ça qu'on fait partie de la French Fab notamment. Alors, ok, ça c'est des phrases, quelques chiffres, pas trop. On est une vieille dame, berceau de la marque Gitane à Machecoul depuis 1925, dépôt de bilan en 2012 par Cycle Europe et Intersport coopératif de commerçants, donc la chaîne de grande surface de sport, rachète et sauve l'entreprise en 2013. Et puis, voilà, quelques chiffres, 170 personnes à la reprise. Et aujourd'hui, on est à date 800 personnes en train de travailler dans cette usine qui est devenue redevenue la première usine de cycle en France, à peu près 500 000 vélos, une part non négligeable de vélos électriques et en termes de volume, pas en termes peut-être de positionnement, parce que Moustache, voilà, mais en termes de volume, on est premier français. Voilà. On a 4 axes stratégiques. Un premier, c'est d'innover et de proposer à Intersport des produits et des services qui lui permettent de continuer à progresser dans le cycle. Notre deuxième axe, c'est de chatouiller les moustaches de Grégory, si on peut, avec notre marque Sun, qu'on a racheté en 2014 en sommeil et qu'on essaie de positionner comme une marque française premium, mais accessible, pas une marque de luxe. On veut être généraliste, mais accessible à tout le monde, et reconnu à l'international, on va y retourner. Notre troisième axe stratégique, c'est de travailler principalement autour de notre leadership sur le vélo électrique, dans ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire tous les segments qui sont intéressés par le VAE. On conçoit et on livre encore des vélos pour la grande surface alimentaire, plutôt pour ce qu'ils appellent le milieu et le haut de gamme. On travaille avec des concurrents d'Intersport pour leur gamme de distributeurs, des nouveaux entrants comme les
les gens comme Feu Vert qui étaient proches de l'automobile. Et puis enfin, les villes. On n'est pas sur le Véligo, on a fait le Vélib de Paris, on a quelques villes en France. Et enfin, pour accompagner nos clients, on a un business de grossistes de pièces et d'accessoires parce qu'ils en ont besoin. Nos savoir-faire, je vais passer vite, mais on est intégré, on fait toute la conception dans l'entreprise, on fait toute la peinture de nos pièces, on assemble nos roues, on produit les vélos. On a un gros zoom sur la logistique puisqu'il faut être précis quand on lit nos clients, et un gros zoom sur le service après-vente, parce qu'en tant que Français, et sur le vélo électrique, c'est clairement fondamental pour nous, on met vraiment un zoom là-dessus, on veut avoir le meilleur service pour donner une vraie raison à nos clients d'acheter plutôt français que d'acheter un produit qui viendrait de loin, et puis quelques éléments RSE. On a la chance d'être dans une belle industrie, le cycle, où on peut avoir moitié homme, moitié femme. On a à peu près moitié homme, moitié femme sur nos 800 personnes dans l'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est chouette parce que quand vous recrutez dans un territoire et que vous recrutez que des hommes ou que des femmes, c'est plus difficile que si vous recrutez des hommes et des femmes. On est attentif à notre index d'égalité professionnelle. On est à 94%, donc c'est pas 100, mais c'est pas mal. Et puis voilà, je vais passer vite parce que c'est peut-être un peu trop long sur la présentation, je suis désolé. On avait prévu passionné, donc. Et non, et il y a une devise et qui sera peut-être, en tout cas, c'est à laquelle je crois moi pour le Made in France, c'est que, en tout cas, nous on a une devise dans la boîte, c'est qu'on n'est pas les meilleurs aujourd'hui. Certainement, il y a plein d'endroits où on doit s'améliorer. Par contre, on est concentré pour essayer d'avoir une équipe qui est dans une dynamique d'amélioration. Alors certes, il y a des outils dans l'industrie, mais la culture, c'est 80% du job. C'est vouloir s'améliorer et puis pas avoir peur. Pas parce qu'on nous dit les choses ne sont pas possibles que c'est pas possible. Souvent, comme le disait, je crois, c'est Léonard de Vinci, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est pas possible. Et je crois que le Made in France, en tout cas, moi, un de mes points autour du Made in France, c'est que si on veut faire plus de Made in France, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, et puis il faut vouloir s'améliorer en permanence. Voilà. Donc c'est dit. Voilà. Je récupère juste les appels, je vous laisse le micro. Il ressemble beaucoup à notre invité aujourd'hui, le jeune homme qu'on voit sur la photo. Merci David pour ce premier coup d'œil. Bien sûr, on va revenir sur l'ensemble de ces axes. Et justement, oui, j'ai entendu parler d'aller chatouiller les moustaches. C'était un peu épais, mais bon, tant pis. Eh ben, voilà Grégory, je passe le flambeau pour moustache. Pour rappeler, on ose dire rappeler, mais c'est vrai que du coup on a beaucoup évoqué mon entreprise bien connue dans l'univers du VAE. Mais je vais quand même laisser son fondateur nous en dire quelques mots. Bonjour à tous. On a peut-être beaucoup parlé de moustache, mais pourtant on est très jeune. On vient de fêter notre 10e anniversaire. On a démarré l'aventure à deux sur la base d'une conviction extrêmement forte, c'est que l'assistance électrique, en fait, elle allait révolutionner la pratique du vélo et on était persuadé en fait que grâce à cette assistance, on allait pouvoir démocratiser les usages. Donc la marque est née en 2011. On a des fondamentaux qui sont extrêmement forts. On est déjà, comme on le dit souvent, on est né électrique en fait. On ne fait que de l'électrique et dès le départ, on était 100% électrique. On est 100% équipé en Bosch. Donc c'est vrai que Guillaume le disait tout à l'heure, Bosch c'est un fournisseur avec lequel on a une collaboration très étroite. On a une gamme qui couvre l'intégralité des usages, ça aussi c'est important. Là où dans l'industrie on a plutôt parfois des positionnements soit très urbains, soit très sportifs. Nous l'idée c'était de couvrir l'intégralité des segments. Donc on a des vélos, on a à peu près la moitié des vélos qui couvrent tout l'axe urbain. Et puis le reste de la gamme qui couvre plutôt les aspects trekking et plus sportif jusqu'à des VTT à double suspension pour des pratiques plus engagées. Et en fait, l'histoire de Moustache, c'est une histoire de croissance parce qu'on s'est développé très vite et de manière très importante pendant 10 ans. Et on a vu finalement tous les verrous qui ont pu sauter au fil des années. C'est vrai que on va dire que le niveau d'acceptation autour de l'électrique, au départ, il était plutôt dans les milieux urbains, mais nous, on avait déjà des VTT dans la première gamme parce qu'on savait que, enfin, en tout cas, je ne sais pas si on le savait, mais on l'espérait,
que toute cette partie de verrou intellectuel allait peu à peu sauter. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Les gens ont commencé à pratiquer en ville. Ensuite, on a la balade qui est apparue. Et puis peu à peu, niveau d'acceptation côté VTT. Et puis plus récemment, sur même des vélos de route. Donc aujourd'hui, le VAE, il a sa place un peu partout. Je crois que, comme ont pu en témoigner tous les acteurs aujourd'hui, il y a de vrais axes à travailler sur la partie mobilité. Et puis, en même temps, c'est un outil assez fabuleux pour développer les territoires, rendre accessibles nos montagnes qui n'étaient pas forcément avant. De notre côté, Moustache, c'est un projet, c'est un vrai projet humain, et c'est autour de ça que je rebouclerai avec le Made in France, parce que quand on démarre à 2 et que 10 ans plus tard, on est 160 personnes, déjà, ce qui nous satisfait le plus, c'est pas d'avoir fait X dizaines de milliers de vélos et de les avoir mis sur le marché, c'est d'avoir créé 160 emplois, parce que c'est pas quelque chose de facile. Mais si on veut poursuivre ce projet industriel, finalement, et continuer à créer de l'emploi en France, il faut réindustrialiser, mais pour ça, il faut créer de la valeur. Donc, nous, notre logique depuis le départ, finalement, c'est d'essayer de capitaliser sur les compétences qu'on peut avoir en interne. C'est une industrie où il y a beaucoup de sous-traitance, que ce soit sur la partie développement ou même sur la partie assemblage. Et c'est vrai que nous, on est un peu à contre-courant depuis le début. Dès qu'on arrive à capitaliser, en fait, on rapatrie tout en interne. Alors, c'est pas forcément facile quand on est une toute petite structure, mais en tout cas, dès que les occasions se présentent aujourd'hui, étant donné qu'on a les volumes en face, on n'hésite pas. On a investi dans des lignes de production de roues il y a 2 ans, un peu avant le Covid. Donc, on est vraiment à chercher à continuer à créer de la valeur sur notre site vosgien, parce qu'on est vosgien, fiers de l'être, et c'est important pour nous aussi de continuer à créer de la valeur sur le territoire. Donc en termes de chiffres, on a fini l'année 2020 à plus de 50 000 vélos. Et un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un site d'un peu plus de 10 000 mètres carrés. On est en extension, en croissance permanente. On a des projets assez significatifs dans les tuyaux. On fait presque 50% de l'activité à l'export. Donc il y a un vélo sur 2 qui part à l'étranger. On a un peu plus de 250 points de vente en France. D'ailleurs, il y en a quelques-uns historiques dans la salle, et j'en profite toujours pour les remercier, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a tout un tas d'acteurs qui ont adhéré au projet et nous ont soutenus à nos débuts, parce que 10 ans en arrière, le vélo électrique, c'était pas l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui. Les derniers chiffres qu'on avait quand on s'est lancé, c'était un peu plus de 15 000 vélos en France en 2009 qui s'étaient vendus, à un prix moyen de 750 €, qui a dû largement doubler depuis. Donc le contexte n'était pas forcément favorable. On n'a d'ailleurs aucune banque qui nous a suivis quand on s'est lancé sur le projet. Je vais rétablir une petite vérité aussi côté Bosch, parce que Guillaume a dit qu'on avait frappé à la porte et que Bosch nous les avait ouvertes. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. La première fois, on a frappé à la porte, on nous a pas ouvert. Mais par chance... Ils sont rentrés par la fenêtre. Ils sont revenus vers nous quelques mois plus tard pour savoir où on en était dans le projet. Donc on y allait une deuxième fois. Et là, il y avait tout le staff Bosch qui était réuni. Donc autant vous dire qu'on avait une pression de dingue sur les épaules. Et je crois qu'on a... ils ont adhéré à nos valeurs. Ils ont vu qu'on partageait la même vision. Et de là est né le partenariat. Et depuis, même si Bosch travaille avec des dizaines de marques, je pense qu'on fait partie des quelques privilégiés avec lesquels Bosch partage un bout de son futur. Et on leur a été fidèle, puisqu'on n'a pas d'autres systèmes sur les vélos. Voilà. Donc pour la présentation un petit peu de notre
On poursuivra après donc ensemble sur cette dimension du Made in France. Olivier, merci, et bien merci également d'être avec nous. Merci de nous rendre visite sur ces assises pour partager un petit peu justement la lecture du Made in France, mais alors vu par le prisme de l'Union Sport et Cycle, justement vecteur de ce savoir-faire un petit peu. Est-ce que aujourd'hui c'est une valeur importante comme le Made in France, non? Oui, bien sûr, c'est très important. Donc, bonsoir à toutes et à tous. L'Union Sport et Cycle, tout d'abord, vous l'avez vu ce matin, c'est une organisation professionnelle, d'ailleurs qui accueille mes deux voisins là. Notre mission, c'est de défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et des instances européennes. C'est de représenter leurs intérêts, bien entendu, et notamment sur le plan normatif. Et bien entendu aussi faire la promotion du vélo dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Donc oui, tout à fait, nous sommes tout à fait favorables au Made in France, bien entendu. Je dirais que c'est une ambition, plus qu'un objectif définitif. Je pense qu'on va en débattre plus en avant bientôt, là, mais la vraie question, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêts à consommer du Made in France ? Je vais vous laisser nous présenter peut-être justement un peu plus dans le détail, peut-être l'Union Sport et Cycle, avec la Zapette et le Fagnon. Oui, donc l'Union Sport et Cycle, j'ai oublié de le préciser, c'est une trentaine d'industriels fédérés, c'est une quarantaine de fournisseurs d'équipements et d'accessoires, et c'est plus de 1300 points de vente qui sont fédérés. Et je passe direct dans le vif du sujet ici, sur cette slide. Je vais vous provoquer un petit peu. Êtes-vous prêt à consommer du Made in France ? Refaisons un petit historique. Jérôme Valentin l'a un peu évoqué ce matin. Mais effectivement, dans les années 70-80, l'industrie française était florissante. Mais progressivement, fin des années 80, ça a été un peu le glas, puisque le vélo est tombé dans une sorte de société de consommation, où les gens ont commencé à acheter des vélos, il ne faut pas se cacher la vérité, en provenance de Chine, pas cher, presque jetable. Et donc, évidemment, l'industrie française a mis un peu la clé sous la porte. Il faut bien savoir que le prix de vente moyen encore aujourd'hui d'un vélo classique en France, c'est 360 €. Donc, vous êtes tous en mesure de vous rendre compte que fabriquer un vélo en France, prix de vente moyen 360 €, on aura certainement des difficultés. Donc il faut être bien conscient qu'un vélo made in France à 100%, ça sera beaucoup plus cher. Mais il y a des solutions intermédiaires. Alors ici, je vous ai mis une slide justement qui vous montre les critères d'achat, puisque l'Union Sport et Cycle produit des études sur le marché, vous l'avez vu ce matin, mais elle ne fait pas que ça, elle a aussi d'autres études, notamment sur les habitudes de consommation. Et on voit ici très nettement que le premier critère, et de très loin, c'est le prix. Encore une fois, on parle du marché global vélo. On ne parle pas de VAE et encore moins de VAE premium. On parle vraiment du marché global vélo. Et ensuite, c'est la durabilité, la solidité, les caractéristiques techniques. Et enfin, la fabrication française, c'est un plus. Mais vous voyez, elle est quand même à 18% seulement de ces critères. Alors, notez que l'innovation arrive assez loin. L'innovation, il faut bien comprendre ce mot. L'innovation, c'est vraiment ce qui arrive en rupture. C'est vraiment si vous arrivez avec un vélo en bambou. Voilà, ça, c'est de l'innovation et ça fait un peu peur. Les consommateurs ont tendance à vouloir acheter de l'éprouvé. Donc, il ne faut pas confondre les caractéristiques techniques et l'innovation. C'est deux choses différentes. Un vélo moustache ou un vélo Sun a des très bonnes caractéristiques techniques. Ce n'est pas forcément de l'innovation au sens où on l'entend dans ce critère à 5%. Là. Juste un dernier mot sur les critères d'achat. Il y a une distinction aussi, un petit clin d'œil, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sur les parités. Les motivations varient entre les hommes et les femmes. Vous voyez ici en bleu, la fabrication française était un critère important principalement pour les hommes, beaucoup moins pour les femmes. Les femmes sont surprises, pardonnez-moi,
accorde plus d'importance à l'esthétisme du vélo, mais le critère principal pour les hommes, c'est quand même les caractéristiques techniques. Alors, sur la dimension légale, j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement. La notion du Made in France, c'est quoi? C'est du 100% fait en France, sorti des mines de France et fabriqué en France? C'est une question importante parce qu'effectivement, il y a un grand flou là-dessus. Les gens confondent un peu tout. Alors, il n'y a pas d'obligation légale à informer de la provenance d'un produit non alimentaire. Donc, du coup, il n'y a pas un texte de loi qui vous dit c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a des codes, il y a un code des douanes qui est très clair sur le sujet. Alors, c'est très clair, en même temps, c'est assez compliqué. Voilà le précepte. C'est en gros la marchandise est considérée du pays dans lequel elle a subi sa dernière transformation substantielle et sous certaines conditions. Donc, grosso modo, ça veut dire que un fabricant de radiateurs ne peut pas dire qu'il est fabricant de vélo, mais qu'il fait du Made in France. Il faut que ce soit une usine de vélo qui est équipée pour ça. Et on peut dire aussi, grosso modo, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, c'est sûr que si vous avez des composants qui viennent majoritairement, en tout cas à plus de 50% ailleurs qu'en France, vous aurez des difficultés à revendiquer le Made in France. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui est de l'ordre du droit des douanes. Donc les entreprises doivent se rapprocher des douanes pour vérifier avec elles, avec ces services-là, s'ils peuvent revendiquer la notion de Made in France. Il y a une sanction, pour finir. Il y a une sanction, c'est effectivement si vous ne déclarez pas vraiment les choses correctement, vous êtes passible de sanctions importantes, puisque c'est 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour allégation mensongère. Encore une fois, il n'y avait pas d'obligation à revendiquer l'origine du produit. Par contre, si vous dites que vous êtes Made in France, mais que vous ne l'êtes pas, là, vous êtes sanctionné. Grégory, vous le faites dans la Maison Moustache, cette étiquette Made in France? Non, nous, on n'est pas. C'est la même chose. Nous, les étiquettes, on s'en fout un peu, en fait. Il y a des gens qui aiment ça, coller des étiquettes bleu, blanc, rouge sur tous les vélos qui sortent de chez eux. Nous, on est plutôt à le travailler autrement, ce Made in France. En fait, le constat, il est quand même assez évident, c'est qu'on est dans une industrie où il y a des incontournables. Enfin, on est dans une industrie qui est complètement mondialisée, et on dépend d'acteurs qui sont un, incontournables, et deux, très souvent étrangers. Je veux dire, tout le monde connaît les compétences et le côté incontournable de Shimano. Si vous faites du VTT et que vous voulez une fourche Fox, c'est pas produit en France. Et c'est comme ça pour un certain nombre de composants qui sont des composants clés en plus. Donc nous, on a préféré se dire que ces étapes finalement de fournisseurs étrangers, elles font partie du jeu. Pour autant, on essaye de générer un maximum de valeur dans les Vosges. Et voilà, on aborde plutôt les choses comme ça parce que c'est parfois un peu compliqué à justifier ce côté Made in France. Aujourd'hui, de toute façon, la réalité, c'est qu'il faut travailler sur la réindustrialisation pour sauver nos activités. Parce qu'on est tous... Je pense que personne sur 2021 n'a fait ce qu'il aurait dû faire. Et on fait tous face à ces problèmes de supply. Nous, on a quasiment doublé la taille de l'entreprise sur les 5 premières années. On n'a jamais eu de croissance inférieure à 30 ou 40% par an. Et là, on va probablement faire sur 2021 la même année que sur 2020. Et les contraintes, en fait, c'est purement les approvisionnements. La demande, elle est là partout, que vous soyez en magasin ou du côté des marques. On aurait tous pu faire entre plus 20 et plus 50% cette année. Simplement, voilà, on a atteint les limites du système et on fait face à cette dépendance à des compétences étrangères. Donc, tu le mentionnais tout à l'heure, on les a eues il y a quelques dizaines d'années, on les a plus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de fabriquer des composants ou est-ce que c'était la responsabilité des politiques il y a 30 ans de ne pas laisser partir ces savoir-faire? Ça,
je dirais, chacun est libre d'en juger. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des vrais sujets et on ne va pas pouvoir traiter le problème en quelques années côté composants, parce que des gens comme Shimano, ils viennent de fêter leur 100e anniversaire. Donc c'est 100 ans de savoir-faire, 100 ans d'investissement continu dans des outillages. Je veux dire, si vous avez eu la chance de voir comment est fabriqué un dérailleur haut de gamme aujourd'hui, c'est juste impressionnant et il suffit pas de moyens financiers pour refaire la même chose en France aujourd'hui. Donc, est-ce que la solution, c'est de faire des pondeurs à des gens comme Shimano, des gros acteurs, pour pouvoir finalement profiter de leurs compétences, mais peut-être rapatrier sur le marché européen? Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, il y a un certain nombre d'actions que nous, on fait systématiquement chez Moustache, y compris sur des toutes petites opérations. On a créé des emplois, on soude nos éclairages, les vélos sont assemblés quasiment de A à Z sur pied individuel. Donc un maximum de valeur est au sein même de la boîte. Même chose côté R&D, même chose côté communication. On crée tous nos supports. Enfin, on produit toute la partie graphique, mais voilà, il y a quelques acteurs dont on dépend tous aujourd'hui, et le sujet, il est bien là finalement. Donc du coup, c'est un mythe en fait, le Made in France. Alors moi, ça m'hérisse les poils quand vous me dites ça, d'accord? Parce que quand je vois mon cher confrère qui, en 10 ans, a créé 180 emplois, nous, on a dû en créer 600 en 8 ans, d'accord? Si ça, c'est un mythe, je suis désolé, messieurs, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Après, moi, je voudrais élargir. On parle du VAE, on parle du vélo. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quoi la réalité? Effectivement, la majorité de nos entreprises qui assemblons, produisons comme on veut, j'aime bien produire, moi, parce que la frontière, on fait plus que produire. Quand j'investis dans 2 lignes de peinture, je ne fais pas que produire. Okay, donc on fait plus, je ne fais pas que assembler, je produis. On peut dire, il y a 2 marchés. Il y a les vélos classiques, les vélos électriques. Sur le vélo classique, il y a 75% des vélos qui sont vendus en France qui sont importés, 25% qui sont produits en France. On est un peu les derniers des Mohicans et on a un positionnement. C'est pas facile de faire des vélos à 300 €, mais on se bat, on y croit, et surtout, c'est pour ça que je reviens à l'envie. On a eu, et c'est pas juste pour mettre en avant Intersport, mais en 2013, quand une coopérative de commerçants qui connaît rien à l'industrie dit « Je vais racheter une vieille usine qui a presque 100 ans, qui est en dépôt de bilan, et je vais y faire mes vélos, y compris mes vélos enfants que je vends à 80 €, jusqu'à mes vélos peut-être à 1 000 € ou 1 500 € en musculaire. » Il faut avoir la foi quand même, hein. Il faut y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, vous n'y allez pas. Donc, il y a les vélos musculaires. 25% de production en France, 2 tiers quasiment viennent de chez nous, donc pas beaucoup de vélos musculaires en France. Et puis l'électrique, déjà, à peu près la moitié des ventes est assemblée ou produite en France. Donc on voit, on a un vélo qui a plus de valeur, plus cher, plus d'innovation, plus de techno. On y arrive déjà mieux, on en fait la moitié. Donc ça, pour moi, ça, c'est pas un mythe, ça, c'est des réalités d'emploi. Après, comme le disait Grégory, si on est là, c'est parce qu'on sait comment il est, le marché. Dire qu'on n'a pas besoin de Bosch ou qu'on n'a pas besoin de Shimano, c'est pas créer 160 ou 180 emplois ou 600 emplois. C'est pas être là. Donc, il faut être réaliste. Donc, la réalité, elle est là. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'emplois en France sur la filière du cycle? Est-ce qu'on est assez souverain? Bien sûr que non. Enfin, évidemment que non. Maintenant, c'est pas en claquant des doigts, comme le disait Grégory, que ça va arriver. C'est pas juste de l'argent. Il faut... Et moi, je me suis noté, c'est quoi pour passer du rêve, j'en sais rien, où on a 80% de la valeur ici à une réalité? Déjà, c'est bien de rêver parce que ça donne l'envie et l'ambition pour y aller, chercher des solutions. Puis après, il faut faire des pas. Nous, on a remis la peinture dans l'usine il y a quelques années. Bosch est super et on travaille avec Bosch, mais quand on a un acteur français comme Valeo qui vient de l'automobile et qui dit « Moi, je me lance dans le vélo électrique », nous, on essaie d'être avec eux, de faire un partenariat. Donc, on s'est mis en partenariat avec ces gens pour essayer d'accompagner à notre petite mesure, hein, parce que nous, on n'a pas l'ampleur de Valeo, on n'a pas les ingénieurs de Valeo, mais avec notre vision du marché, on essaie de participer à
faire que peut-être demain, il y aura un super moteur avec une boîte de vitesse intégrée automatique et il sera sur Sun et j'en serai content. Donc, et on a évidemment, comme tout le monde, comme tous, on a des projets dans les tuyaux dont on n'a pas forcément encore envie de parler, mais on va essayer de relocaliser. On essaie tout le temps. Mais maintenant, il faut être compétitif et puis il faut être bon. C'est pas juste... il faut qu'on soit bon, il faut que les gens qui s'y mettent soient bons. Et puis il faut être humble aussi. On parlait de la politique. Je pense, moi, je ne sais pas si c'est partagé par les autres, mais s'il n'y avait pas la politique européenne anti-dumping contre la Chine et certains pays aujourd'hui en Europe, qui est reconduite tous les 5 ans depuis 1995 ou 1996, je pense qu'on serait comme les Américains, on aurait 0 industrie du cycle en Europe, 90% des vélos aux États-Unis proviennent d'Asie, quasiment tous les vélos, ou 80% des vélos vendus en Europe sont produits en Europe, plutôt dans des pays avec des coûts de main-d'œuvre aux périphéries de l'Europe un peu moins chers que la France, ou sensiblement moins chers, mais néanmoins c'est en Europe. Et ça, il y a des enjeux, parce qu'il y a un renouvellement en 2024, je crois. 23, oui. Et ça, vélo musculaire ou vélo électrique, on n'a pas encore notre destin en main. Si ça disparaît, ça va être très, très compliqué. Donc il faut qu'on garde ça, et on a vraiment besoin encore de cette protection. Peut-être pas éternellement, mais on n'est pas prêt. Et désolé, mais les Chinois, ils sont hyper forts, quoi. Si demain, on nous enlève ça, et ça a été mis sur les vélos électriques depuis 2018-2019, et parce qu'on voyait les montagnes d'importation qui arrivaient, ils allaient nous laminer. Peut-être, excuse-moi David, peut-être rappeler ce que c'est que l'anti-dumping pour l'auditoire, parce que je le fais. En gros, c'est quoi? C'est sur un vélo musculaire, 47,5% de taxes si le vélo n'est pas produit en Europe, et s'il est produit dans certains pays, la Chine et 6 ou 7 autres pays. Et puis sur le vélo électrique, depuis 2019, c'est entre 20 et 80% selon le fabricant. C'est significatif. C'est une vraie barrière. Pourquoi? Parce que l'Union européenne considère que ces pays-là injectent de l'argent et on n'est pas en concurrence loyale. Voilà. Et c'est extrêmement important. Il y a un certain degré de perfusion, on va dire, sur l'industrie en question. Oui, c'est du dumping. C'est ce qui s'appelle en anglais le dumping. En français, je ne sais plus comment on dit, mais clairement des subventions pour faciliter la prise de marché. Justement, Olivier, la notion même du Made in France, je sais bien que c'est hérissé poil, mais quelque part, c'est pas un mythe dans le sens où c'est créateur de valeur et d'emploi. Ça, je suis d'accord. Mais quelque part, aucun secteur industriel aujourd'hui en France ne fait 100% de Made in France. Oui, en effet. Dans l'automobile ou ailleurs, c'est très clair que les marques françaises ne sont pas synonymes de Made in France. Donc il faut bien se poser des questions, celles qu'ont soulevées Grégory et David. La question est, est-ce qu'on produit en France ou est-ce qu'on fabrique à 100% en France? Ça, fabriquer à 100% en France, on n'a pas les ressources pour le faire de toute façon, et les marques automobiles non plus. Je prends l'automobile comme simple exemple. Je ne fais pas de fixette sur l'automobile. Grégory, en ce qui concerne justement ce que disait David sur justement le dégagement de valeur, ça a quand même du sens par contre. Ça peut, je dirais l'étiquette, alors d'accord, elle n'est pas collée sur le cadre, mais là quand même, je veux dire, c'est un message qui porte, qui fait sens. Ça, quand vos clients vous sollicitent, alors, ou du moins en tout cas vos revendeurs, c'est le message qui, quelque part, qui est un petit peu fondamental dans ce que vous définissiez tout à l'heure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on préfère l'expliquer à travers les actions qu'on mène, y compris en interne dans la boîte, plutôt qu'à travers une étiquette qu'on aura toujours du mal à expliquer, parce que notre industrie, comme la quasi-totalité des industries en France, elle repose sur des acteurs et des savoir-faire étrangers. Mais je crois que le cœur, c'est quand même la préservation de l'emploi, parce que si au final on arrive à tous bien se porter, continuer à... je veux dire, on a la chance d'avoir un marché où tous les indicateurs sont ouverts, que ce soit en France ou partout à l'international. Nous,
on travaille avec plus d'une vingtaine de pays. Il n'y en a pas un où il y a un quelconque frein, y compris sur les marchés très avancés, très matures. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant. Mais ce qui est important, c'est finalement la solidité de nos boîtes. Qu'on fasse tout en France ou pas quelque part. L'idée, c'est juste de ne pas se retrouver dans une situation d'impasse comme elle se présente un peu aujourd'hui, dans la mesure où on est totalement bloqué. Moi, je suis complètement à l'aise avec le fait d'avoir une fabrication de cadres à Taïwan, dans la mesure où autour, on crée tout le travail en amont, la partie R&D, tout est fait chez nous. Oui, on s'appuie sur un fabricant taïwanais, mais qui est tout aussi clé que Bosch depuis le départ. Et finalement, si ce passage à Taïwan, il permet ensuite d'aller créer plusieurs centaines d'emplois dans les Vosges, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le sujet aujourd'hui, c'est que finalement, on a nos activités qui sont parfois mises un petit peu en suspens parce qu'il y a un effet de dépendance. Mais cet effet de dépendance, on le retrouve dans plein d'autres industries. Je veux dire, que vous soyez en train de construire une maison ou que vous ayez commandé une voiture, c'est pas forcément mieux que dans le vélo. Donc moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je préfère aborder le Made in France. Est-ce que la stratégie du stock peut être une stratégie judicieuse, alors qu'on voit évoluer vos modèles, vous, manufacturiers, à une vitesse folle, quoi. Je veux dire, d'une semaine à l'autre, quasiment, vous avez je caricature un peu, mais vous faites évoluer vos modèles. Est-ce que la stratégie du stock est une stratégie louable, c'est-à-dire que un peu surstocké, un peu au cas où, justement, pour limiter les effets de dépendance ou des effets de fluctuation? Alors, il y a deux sujets. Il y a deux sujets. L'effet d'obsolescence sur les produits, il est quand même beaucoup moins présent dans l'électrique que sur le vélo classique. On a des collections qui vivent de plus en plus longtemps. L'avantage avec l'électrique, c'est que finalement, on met des gens sur le vélo. C'est des nouveaux pratiquants. C'est des gens qui se convertissent au vélo. Donc, cet attachement à la dernière fourche, les derniers freins, le dernier dérailleur, c'est pas tellement le sujet. Et puis nous, de notre côté, en tant que fabricant, on essaye de casser aussi ces effets millésimes qui peuvent être... qui peuvent finalement se retourner contre nous dans certains cas. Après... S'il avait fallu surstocker en connaissant ce qui allait nous arriver, on l'aurait certainement tous fait, mais je ne suis pas certain que ça aurait été une véritable solution, en tout cas sur le long terme. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait 5 ou 10 000 dérailleurs en stock. C'est autant de vélos qui pourraient partir et qui sont dans les cartons avec une pièce manquante aujourd'hui, mais... Non, je ne suis pas certain que le stock soit une solution, en tout cas durablement. Non, mais moi je suis d'accord. Le stock, c'est juste un sujet très 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 ponctuel et conjoncturel. Ça ne résout pas une situation. Donc non, je suis d'accord. Et justement, pour la notion de résoudre une situation, est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce que la France se donne une certaine souveraineté dans l'industrie du cycle? Moi, c'est pas un intérêt. Pour moi, c'est une ambition. C'est un rêve, une ambition. Mais c'est bien d'avoir des rêves et des ambitions. Mais après, il faut gravir les premières marches. Donc on a plein de j'ai envie de dire, de feux verts. Comme on le disait, le marché, il est porteur. En France, on n'est pas en retard, mais on n'est pas non plus en avance en taux de possession, en part modale du vélo. Donc il y a encore de beaux jours. La conversion vers l'électrique, elle est certes, elle est beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, mais elle est loin d'être terminée. Donc on a encore la chance d'avoir un marché qui va croître. On a quelques acteurs. On a dans notre industrie, mais aussi dans d'autres industries comme l'automobile, il y a des compétences. Alors, c'est pas magique, mais on a aussi un petit indicateur, un petit feu vert, là. Il ne vous aura pas échappé qu'on a un gouvernement qui vient de nommer un député, Gouffier-Cha, M. Gouffier-Cha, pour une mission sur la filière vélo. On a des initiatives partout. Je vois qu'ici, dans la région, il y a un cluster qui s'est formé pour essayer de faire des choses. Je suis sûr que Moustache fait dans son périmètre des choses avec des acteurs locaux. Nous,
en cheville avec une quinzaine de boîtes en local. Il y a en Occitanie le cluster, comment ça s'appelle, Vélo Vallée. Il y a plein d'initiatives. Maintenant, il faut juste qu'on pousse tous, qu'on pousse ensemble, qu'on cherche, qu'on ait envie et on va progresser. On va en remettre. Si le marché il est en croissance, donc on peut investir. On peut investir. Moi, j'appelle vraiment tous ceux qui ont envie, de tous les métiers, qui ont envie de nous aider, d'y être. Moi, je suis disponible pour être contacté personnellement. L'Union Sport et Cycle, dont c'est le rôle au niveau français. Et là, on va essayer de continuer à construire des solutions collectives. Alors des fois, on est concurrents, mais à la fin, si on avait si ensemble, on pouvait faire venir tout de suite et mettre en place une usine de dérailleurs, je pense qu'on serait rapidement d'accord. Et en tout cas, nous, voilà, on cherche des solutions en tant qu'entreprise de façon individuelle, avec des partenaires locaux chez nous, mais on est humble, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on ne sait pas faire. On ne peut pas tout faire tout seul. Quand on voit que l'automobile n'est pas capable de faire ses batteries et ses cellules, nous, avec nos petits bras musclés, on va pas non plus tout inventer en 2 jours. Par contre, il y a un truc, c'est que je crois qu'il faut aussi qu'on cherche tous. On voit l'innovation en bas, mais si on veut créer des choses ici, Alors, d'abord, il faut garder l'anti-dumping. S'il disparaît, c'est une catastrophe pour l'Europe. D'accord ? Et il y a beaucoup d'Européens, de politiques européens qui disent, je ne sais pas si les gens de Bosch seront d'accord ou si tu seras d'accord, Grégory, il y en a qui disent, si on n'avait pas fait l'anti-dumping, il n'y aurait plus eu d'industrie du cycle en France, en Europe, et peut-être que le marché du VAE, qui en fait a été une rencontre un peu entre de besoins de consommateurs et des industriels qui étaient encore là, mais peut-être qu'il n'aurait pas explosé comme ça parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu d'industrie. Donc, il faut qu'on fasse super attention. Quand les industries, elles sont plus là, elles sont plus là. Et donc, il faut qu'on garde ça. Et après, ce que je veux dire, c'est qu'en France, on n'est pas le pays en Europe où les coûts de production sont les moins élevés. C'est sûr. On est peut-être même un de ceux où ils sont un peu les plus élevés. Donc, si on fait la même chose que les autres, on sera plus cher. Donc, il y a des endroits où c'est pas très grave parce qu'on va faire des produits innovants, premium, etc. Mais si on veut faire du volume et des produits accessibles pour le plus grand nombre, et nous, c'est un peu à la différence, on fait encore des vélos musculaires. Donc, nous, notre positionnement sur Sun, il est un peu proche de Moustache, mais un peu plus accessible. Et sur les autres comptes clients, on fait des produits plus pour le grand nombre, moins chers, etc. Si on veut continuer à développer des emplois sur ces produits-là, il faut qu'on trouve des solutions de produits ou de process qui soient de rupture, innovantes. On a réussi à le faire sur quelques trucs et j'espère qu'on va continuer. Et là, on a besoin, nous, on va pousser, on va investir, on a besoin d'avoir de l'aide, des idées. Voilà. L'union fait la force et l'union fait la France. Oh, c'est beau ça. C'était pas mal celle-là. Bon. J'en profite quand même, il nous reste quelques petites minutes et je sais qu'il y a des impératifs horaires, donc je veux mettre personne dans le retard. Mais néanmoins, vu qu'on a quand même la chance d'avoir ici des interlocuteurs qui maîtrisent bien le sujet, qui connaissent leur art, est-ce que vous avez peut-être des questions à leur formuler ou des réflexions peut-être à partager? Oui, je vois une main qui se lève. Bon, vous connaissez la leçon, juste vous présenter si vous voulez bien. Emmanuel, peut-être derrière. Ou alors celui-ci. Voilà. Tac. En attendant, je voulais juste rappeler et rebondir sur votre remarque de coopération entre fabricants. On était hier, donc il y avait l'Outdoor Expert Forum et plusieurs industriels étaient là pour remettre en avant notamment une initiative. Alors ça s'appelle de la coopérance, comme voilà le mot nouvelle. Donc coopération entre au sein de la concurrence, au-delà de la concurrence. Précisément. Et donc pour la construction d'une usine de chaussures, tu parlais de dérailleurs, voilà, entre 3 marques, en l'occurrence Babola, Millet, Salomon, et qui sont les premières, puisque d'autres vont les rejoindre prochainement. Donc on a, dans des secteurs assez connexes finalement, on a effectivement cette initiative. Il pourrait peut-être faire des dérailleurs. Ou au moins des pédales pour accrocher sous les chaussures. Je vous laisse peut-être nous... Juste une remarque là-dessus. Après, sur nos créneaux à nous, nos concurrents, ils ne sont pas en France. Donc moi, pour les faire venir en France, je peux vous dire,
Sur l'électrique, ok, peut-être. Mais sur les autres types de composants, il faut vraiment qu'on trouve des solutions de rupture. Sinon, voilà, ils vont en Nouveaux Roumanie, matériaux, ils nouvelle vont en ingénierie. Roumanie, ils vont en Pologne, ils vont au Portugal où ils sont déjà. Et voilà. Mais c'est déjà mieux d'être au Portugal. Dans notre Europe, c'est pas si loin que ça. Maintenant, si on parle de Made in France, voilà, il faut. Là aussi pour les 20e assises. Deuxième sujet pour les 20e assises. Oui, bonjour. Anne-Gaëlle Clos, donc je fais partie du cluster des mobilités actives et durables, donc de l'équipe opérationnelle. Merci pour votre témoignage, parce que vraiment ça résonne. L'ensemble de nos membres, donc actuellement on a plus de 100 membres réunis en Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui ont senti le besoin de se réunir pour justement mutualiser et gagner en compétitivité et trouver ensemble des solutions à leurs problématiques. Et c'est vrai que le discours que vous tenez, c'est exactement le même discours que tiennent nos fabricants au sein de notre cluster. Je tiens quand même un petit peu à les citer, en tout cas pour les plus gros, on a EOVolt, on a Vepli, on a Bénur ici présent, on a Radior Bike, EcoTriporter, Cluster, on a Smooth, on a Vélogique. Enfin, on a pas mal de beaux constructeurs et je les ai pas tous cités, mais je m'en excuse parce qu'il y en a pas mal. Vous les trouverez sur le site exactement, mais on a également des grands assembleurs comme le groupe SEB qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, les ateliers du cycle français. On a des industriels, Efigir, Siemens Spam. Et puis surtout, on a une dynamique aussi de partager et d'aller rejoindre le 1er janvier prochain un autre cluster, un pôle de compétitivité beaucoup plus gros qu'on appelle le pôle de compétitivité CARA, qui lui adresse toutes les filières de la mobilité et donc y compris l'écosystème de l'automobile. Et c'est là où on se retrouve quand même pas mal, c'est que on se rend compte que ces sous-traitants de l'automobile ont besoin de diversifier leur marché et c'est pour eux même une urgence de diversifier leur marché. Et on a en face des fabricants qui ont des besoins et de l'autre côté des sous-traitants d'automobiles qui ont également des besoins. Et donc, nous, on va essayer d'oser, on va essayer de ne pas avoir peur, comme vous le disiez, et on a prévu déjà une première réunion de rencontre entre ces fabricants et ces sous-traitants de l'automobile, qui est prévue donc le 29 octobre prochain, qui est une réunion qu'on va faire en présentiel sur Lyon, mais qui est ouverte également en distanciel, donc vous êtes les bienvenus. Et donc, nous, nos enjeux, c'est de réfléchir à toute cette problématique-là et de savoir comment on peut réutiliser cet outil industriel présent et très présent dans notre région en Auvergne-Rhône-Alpes, pas limité à la métropole de Lyon, mais en tout cas de l'ouvrir à l'ensemble de la région. On a des très belles industries en Savoie et en Haute-Savoie qui sont déjà d'ailleurs parties sur le domaine du vélo, mais qui sont plutôt parties sur du vélo complet plutôt que du composant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, réfléchissons plutôt composant, puisque c'est là qu'est le besoin pour réindustrialiser. Donc on a cette dynamique en fait de réunir par l'intermédiaire du cluster. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se montent partout et c'est des super initiatives et qu'on souhaite bien sûr se retrouver sur une ligne, on va dire au niveau national, par l'initiative notamment de notre député. Donc ça c'est super qu'on rencontre également mi-novembre. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, le 29 octobre, de 9h30 à 14h, vous êtes tous conviés, tous ceux qui souhaitent participer à la démarche. N'hésitez pas, je pense qu'il faudra qu'on fasse circuler l'invitation. Je pense qu'il y a des choses à faire et l'enjeu ici, ça va être de massifier et de parler standardisation pour pouvoir produire à peu près un volume de freins conséquent. Pour tout vous dire, il y a 3 semaines, on a rencontré Between, donc Decathlon. On leur a parlé de notre démarche en disant qu'il fallait au moins réussir à réunir, pour être crédible dans l'automobile, au moins 100 000 unités, voire 150 000 unités, donc massifier, se rassembler. Bon, eux, ils nous ont dit très clairement que comme ils étaient à 3 millions et qu'ils prévoyaient 9 millions pendant 3-4 ans, que c'était déjà une démarche qu'ils mettaient en place et qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Donc on va commencer seul, entre petits, mais on va y aller. Ouais. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, mais je disais, il y a sans appuyer trop fort, mais voilà, il y a des gens qui ont une vision de production plutôt en dehors de la France. Nous, le rapprochement avec l'automobile, alors, vous voyez, nous, par exemple, pour l'instant, on n'a pas fait de cluster dans la région, mais moi, c'est ce que je disais à l'Union, je crois qu'il faut pas qu'on fasse... alors c'est sûr, la France, c'est plus grand que le Portugal. Et on a vraiment besoin d'avoir des coopérations locales, d'être à 1 heure les uns des autres et de pouvoir faire des choses. Et la France, c'est un peu grand pour pouvoir faire ça à l'échelle du territoire complet. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait des clusters. Par exemple, moi, je suis dans un cluster qui est en fait, c'est pas un cluster, c'est un groupe d'un pôle de compétitivité automobile qui s'appelle ID4Car, qui doit être le CARA de chez nous. Hein. Et dedans, il y a un groupe de micromobilité avec des gens comme nous, puis des acteurs plus petits, des startups qui sont autour de
du vélo ou du cargo ou de choses comme ça. Et par contre, des volumes de 100 000 ou de 200 000, si on regarde la France, si par exemple nous on est dedans, et alors moi je suis pas auvergnat, je suis pas vosgien, nous on est à Machecoul, tout près de la Vendée, très près de Nantes, fier d'y être depuis 1925, mais on est aussi français. Et moi je serais ravi. Faut qu'on dépasse. Je crois qu'il faut qu'on dépasse. Nous, on va, par exemple, une boîte comme nous, on n'a pas, c'est pas nous qui avons le plus grand nombre d'ingénieurs parce qu'on n'est pas allé lever 5 millions pour faire du R&D. On essaie de s'autofinancer, on va pas faire de levée de fonds. Mais par contre, on a quand même un peu de connaissance du marché, on a accès à des volumes puisqu'on va faire plus de 500 000 vélos. Et moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on me dise viens nous aider à développer tel truc, on a l'envie, on a des compétences, donne-nous des volumes. Pour rien vous cacher, on a déjà des projets dans les tuyaux comme ça et on est ravis. En tout cas, voilà, moi je prends date, je suis ravi de pouvoir être. Alors, je ne serai pas à 9 millions par contre. Voilà. Mais faut, enfin, je pense que c'est super et je pense que qu'il y ait des initiatives locales et régionales parce que c'est nécessaire pour créer des boucles rapides. Mais pour atteindre les volumes, il faut qu'on dépasse. Et la France, c'est déjà un premier terrain de jeu. L'Europe s'en est un, mais la France s'en est un. Donc voilà. Tout à fait, merci. Pas d'autres. Si, une question. Oui. En fait, oui, effectivement, pardon, comme je suis à côté. Pour compléter, pareil, donc je représente le cluster, je suis le trésorier du cluster MAD. Et on avait initié il y a donc 1 an et demi le fameux projet du vélo Made in Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a renommé donc il y a seulement une semaine, qui s'appelle l'usine à vélo. Donc j'aime bien le titre de la conférence qui est Made in France, mythe ou réalité. Aujourd'hui, je pense que c'est un mythe, mais on a décidé que effectivement, ce soit peut-être une réalité dès demain. Quand on parlait du rapprochement avec le cluster Cara, c'est quelque chose qu'on a initié depuis quelques mois maintenant, voire années. Parce qu'effectivement, on a des appels du pied de la part du monde de l'industrie automobile qui s'intéressent de manière très sérieuse à comment ils peuvent adapter leurs outils de production sur nos métiers. Eux, ils sont pas là, c'est pas un monde de bisounours, ils sont là de manière très sérieuse pour avoir eu différents échanges avec eux. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et même si on peut penser qu'aujourd'hui, c'est peut-être utopique de penser qu'on fera des cadres demain en France assez compétitif. En tout cas, il n'est pas impossible de commencer à travailler dessus avec ces personnes-là qui ont les compétences et les outils. Donc effectivement, on vous invite tous le 29 à travailler sur ces questions-là. Et plus on sera nombreux, et plus on sera fort ensemble. Voilà. Merci. L'invitation est notée. Merci. Je suis désolé, mais pour des raisons de timing, il faut qu'on libère absolument nos invités pour pas qu'ils ne ratent leur train. Hélas, et donc on va être obligé d'arrêter là pour le moment, le temps des échanges. Mais néanmoins, merci. Peut-être un applaudissement pour ces et ceux effectivement qui ont été à nos côtés. David, ne gardez pas trop le poil hérissé. On a bien compris que la réalité est au bout du chemin, donc gardez pas le poil trop hérissé. Alors, je sais que David doit nous quitter. Peut-être quand même inviter Emmanuel à un dernier mot, puisque nous voici arrivés au terme de ces assises. Oui, un dernier mot très bref. D'abord pour vous donner rendez-vous l'année prochaine, et en attendant dans 20 ans, mais déjà l'année prochaine. Et puis surtout forcément un petit mot de remerciement, sincère, à nos différents partenaires que vous voyez ici. Mais je voudrais sincèrement remercier les équipes d'Isara Attractivité là, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Bien sûr, la région, l'Union également. Vous les voyez ici. Merci aussi aux équipes de Système D, à Pierre-Emmanuel, Nadège et Maxime qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces journées. Et merci aussi aux bénévoles du CNPC et à tout le monde. Donc il y a Innosport également. Voilà. Donc merci à tous et bon train David. Et puis à l'année prochaine ici, et ravi pour le Cluster MAD de savoir que vous étiez dans la salle, puisque effectivement Anne-Sophie était prévue sur cette table ronde, mais n'avait pas pu nous rejoindre. Voilà. Donc merci à tous, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Et puis continuons les échanges de manière informelle. Et continuez à faire du vélo électrique, surtout. Hein. C'est surtout ça l'enjeu aussi. Alors.